Bonjour et bienvenue à cette capsule sur les tableaux de variation. Donc, on va voir deux choses principales. On va voir comment construire un tableau de variation à partir des valeurs critiques, chose qu'on a déjà parlé à la capsule précédente, et on va regarder aussi comment on va définir les intervalles de croissance-décroissance à partir de ce tableau-là. Donc, je vais faire un petit retour sur l'auto-évaluation. On ne va pas faire le tour au complet comme vous avez le solutionnaire, mais ici, pour le B, je voulais apporter quelques précisions. Les deux premiers points ne devraient pas causer trop de problèmes. La tangente est horizontale, donc la pente va être égale à 0, c'est donc une valeur critique. Troisième, c'est la même situation, moins évident à voir un petit peu, mais effectivement, la tangente serait horizontale, même chose. Ici, on a vu pour le point anguleux, on a déjà parlé à la capsule précédente, donc je ne vais pas aller plus en détail là-dessus. Vraiment, ce que je voulais parler, c'était la dernière valeur critique ici. Si on peut imaginer une tangente, la tangente serait verticale, voulant dire que la pente serait en fait infinie. Et une pente infinie, comme on n'a pas de valeur, on a dit à la première étape qu'une dérivée à cet endroit-là n'existerait pas. Donc, c'est une valeur critique. Donc, maintenant, nous allons parler de tableau de variation. Donc, en fait, on a relié le signe de la dérivée avec la variation de la fonction. Par exemple, si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Donc, vraiment, ce qui nous intéresse pour savoir à quel moment la fonction est croissante et décroissante, c'est le signe de la dérivée. Donc, on va utiliser l'outil qui s'appelle le tableau des signes. Mais essentiellement, en ayant un tableau des signes de f', on va avoir toute l'information sur la croissance-décroissance de la fonction de base. Tout ça, c'est peut-être pas excessivement clair comme ça, écrit et juste mentionné comme ça. Vous allez voir qu'avec un exemple, ça va devenir beaucoup plus clair. Donc, allons-y avec un exemple qui va être partiellement complété. En fait, vous voyez ici que les deux premières lignes, c'est en fait un tableau des signes de f'. Je n'ai pas mis la fonction, pas très important pour l'instant. D'un coup, vous êtes à cette étape-là. Vous avez les intervalles sur lesquels f' est positif et sur lesquels ils sont négatifs. Et vous avez les valeurs critiques aussi. Hein. Moins 10, moins 1 et 5 vont être des valeurs critiques ici à cause que la dérivée est égale à 0 n'existe pas et 0. Mais ce qu'on peut regarder, c'est si, donc la question demande d'identifier les intervalles de croissance-décroissance. Bien, sur l'intervalle, par exemple, de moins l'infini à moins 10, on sait que la dérivée est positive. Donc, nécessairement, ce qu'on a vu, c'était que la fonction allait être croissante. Et pour lorsque c'est négatif, la fonction va être décroissante. Donc, on a déjà toute l'information qu'il nous faut avec le tableau des signes de f'. Et on est capable de venir à la conclusion que la fonction est croissante sur l'intervalle de moins l'infini à moins 10 et décroissante sur l'union des trois autres intervalles. Bon, ici, on ne peut pas tracer cette fonction-là précisément. Par contre, on peut avoir une idée de l'allure. Donc, ici, c'est un cas possible. Je vous demande de tracer l'esquisse possible de la fonction. Si vous voulez peser sur pause pour prendre le temps d'essayer, ça serait le temps. Sinon, je vais continuer ici. Donc, traçons une esquisse possible de la fonction. De commencer avec une échelle, ici, c'est bien. Donc, j'ai été de moins 14 à 7 pour donner un petit peu d'espace sur chacun des côtés. Et ici, ce qui est important, encore là, pourquoi que les valeurs critiques s'appellent des valeurs critiques, c'est parce qu'on va avoir certains comportements à respecter sur ces valeurs-là. Par exemple, à moins 10, il faut que la dérivée soit égale à 0. Donc, il faut que si je dessine une tangente, elle soit horizontale. À gauche de moins 10, il faut que ça soit croissant et à droite, il faut que ça soit décroissant. Plusieurs situations possibles. En voici une ici. Qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air? Donc, si on se concentre autour de moins 10, on voit que ça correspond au comportement que j'ai dit. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu jusqu'à moins 1, mais à moins 1, je sais que j'ai une autre valeur critique où est-ce que la dérivée n'existe pas. Je n'ai pas vraiment d'informations sur ce que la fonction peut avoir. Encore là, c'est seulement un cas possible ici que j'ai dessiné. Donc, je vais y aller avec une espèce de saut, comme on a vu à la première étape. Donc, je vais aller en bas. Et ici, il faut que de moins 1 à moins 5, si je retourne au tableau, il faut que la fonction soit décroissante, encore une fois. Donc, quelque chose comme ça. Et vous voyez qu'à 5, j'ai aussi respecté le comportement où est-ce que la dérivée devait être égale à 0. La tangente devrait être horizontale. Pas évident à la dessiner rapidement comme ça, mais juste pour vous donner une idée de ce qu'un esquisse pourrait avoir l'air. Pour l'instant, on n'a pas l'information de savoir exactement la fonction de quoi va avoir l'air. Ça, on va rajouter des choses et de plus en plus, on va être capable d'avoir une bonne esquisse précise de ce qui se passe. Bon, nous allons maintenant nous attaquer à un exemple un petit peu plus complet. Je reprends un numéro que vous avez déjà travaillé dans l'exercice d'auto-évaluation, dans lequel on vous demandait de trouver les valeurs critiques. Dans l'encadré, on peut voir qu'on a montré que quand la dérivée est égale à 0, il y a deux endroits où c'est le cas, à moins 3 et à 2, et il n'y avait aucun endroit où la dérivée n'existait pas.
Donc, ces valeurs-là vont être très importantes, c'est pour ça qu'on les appelle valeurs critiques, parce que c'est les deux seuls endroits où le signe de la dérivée peut changer. Hein, c'est par définition, c'est ça. Donc, si je me bâtis un petit tableau avec ça, je les rentre du plus petit au plus grand en gardant les espaces entre qui va correspondre aux intervalles qu'il y a entre. Donc, on ne sera pas toujours obligé de les écrire. Ici, je les écris pour que ça soit clair. Donc, sur chacun de ces intervalles-là, indépendamment, on sait qu'il n'y a pas de changement de signe. Voulant dire que, par exemple, dans l'intervalle moins 3 et 2, si à un seul endroit la dérivée est positive, nécessairement elle va être positive partout sur cet intervalle-là, parce que je ne peux pas avoir de changement de signe sans valeur critique. Donc, moins 3 et 2 sont mes deux seules valeurs critiques, sont mes deux seuls changements de signe possibles. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir un changement de signe. Donc, on va aller voir en fait maintenant, c'est quoi le signe sur chacun de ces intervalles-là. Donc, comme j'ai dit, on va utiliser le fait que si j'ai le signe à un seul endroit, j'ai le signe partout. Premièrement, on peut voir que je rentre les valeurs qu'on sait que f' à moins 3 vaut 0 et que f' à 2 vaut 0. Ça, c'est juste l'information qu'on a directement des calculs qu'on a déjà faits. C'est pour cette raison-là qu'on a ces deux valeurs-là dans notre tableau. Ensuite de ça, je peux maintenant m'attaquer à savoir c'est quoi le signe sur chacun de ces intervalles-là. Pour savoir c'est quoi le signe sur l'intervalle de moins l'infini à moins 3, je peux prendre n'importe quel chiffre dans cet intervalle-là. Ici, j'ai été avec moins 4, j'aurais pu prendre moins 5, moins 1000, moins 1 million, c'est pas grave. J'obtiens 39 sur 25. La valeur en tant que telle, encore là, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est le signe. Et je peux savoir maintenant que partout sur l'intervalle, c'est positif parce que 39 sur 25, c'est un nombre positif. Que j'aurais pris n'importe quel autre chiffre que j'ai mentionné, je serais toujours arrivé à une valeur positive par définition de comment mon tableau a été bâti. Je fais la même chose pour les autres intervalles. Si je veux entre moins 3 et 2, n'importe quel chiffre entre moins 3 et 2, ici j'ai pris 0, j'aurais pu prendre n'importe lequel. Prenez pas les bornes par contre. Ensuite de ça, je fais la même chose pour le dernier. Et j'ai pris 5, j'aurais pu prendre 10 000, c'est pas grave, tant que je reste dans l'intervalle de 2 à l'infini. Et j'obtiens une valeur positive, donc partout sur l'intervalle, c'est positif. Maintenant que j'ai ça, j'ai en fait un tableau des signes de f', je peux travailler avec le tableau de variation, c'est-à-dire savoir est-ce que ma fonction f de base était croissante ou décroissante sur ces intervalles-là. Comme la dérivée est positive, ici, je peux dire que ma fonction est croissante. Ensuite, sur le prochain intervalle, comme ma dérivée est négative, je peux dire que ma fonction est décroissante. Et, encore une fois, je redeviens positif, donc ma fonction redevient croissante encore une fois. Vous remarquez que j'ai ombragé les bornes. On va parler de ça un petit peu plus tard. En fait, on va en parler dans le cours. Mais il y a deux autres trous, si on veut. Et ces trous-là vont être remplis par ce qui est assez intuitif. Donc, c'est l'intersection entre f de x et moins 3. Donc, on va calculer f de moins 3. Ça nous donne une valeur qu'on peut inclure ici. Et même chose pour l'autre, f de 2 va être l'intersection entre f de x et x est égal à 2. On va regarder ces valeurs-là à quoi ils correspondent un petit peu plus tard, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'ils n'ont aucun rapport avec la dérivée. On est dans la ligne f de x. Et maintenant, je peux synthétiser un petit peu toute cette information-là. F de x est donc croissant sur l'union des intervalles où ma flèche est en train de monter et décroissant sur le reste des intervalles. Ici, on n'en a rien qu'un. Et je vous demande, comme dernière question ici, est-ce qu'on peut conclure quelque chose par rapport au maximum et au minimum de la fonction? La prochaine capsule va porter sur les extrémums, qui inclut maximum et minimum. Mais ici, juste en regardant la dernière ligne, il faut avoir une idée de ce que la fonction va avoir l'air et à quel moment qu'on devrait avoir un maximum et un minimum de cette fonction-là. On va faire un retour là-dessus à la capsule suivante, donc je ne vais pas aller plus en détail là-dessus. Donc, c'est la fin de cette capsule qui parle de tableau de variation. C'est une chose qu'on va réutiliser beaucoup. Et vous pouvez maintenant passer à la capsule suivante, qui est l'introduction aux extrémums, qui parle en fait de maximum et de minimum.